Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité pour cet épisode est une entrepreneur qui vivait à pleine vitesse et qui a appris à ralentir. Après la vente de sa première entreprise, elle a décidé d'approfondir ses connaissances d'une de ses passions en suivant une formation de méditation de pleine conscience. Après avoir pris le temps de ralentir, elle a lancé le bar à méditation Bloom pour permettre à tous les parents et à tous ceux et celles qui souhaitent ralentir puissent le faire. Veuillez accueillir Ariane Lefebvre. Ariane, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci. Tu es dans le monde de la méditation depuis plusieurs années. Je pense que tu as un parcours très incroyable. Au niveau de la méditation, à quel point c'est venu changer ta vie quand tu as commencé à méditer? J'ai commencé à méditer de façon, je dirais, irrégulière. Il y a quand même vraiment longtemps, là, très jeune, au secondaire, OK. mais de façon irrégulière parce que c'est une pratique que les gens expérimentent, essaient. Puis tout d'un coup, c'est comme les autres habitudes de vie, là, ça rentre, ça sort. D'avoir quelque chose au quotidien, c'est plus difficile. Fait que c'est rentré dans ma vie jeune par expérimentation, par curiosité ou parce que j'avais un intérêt pour la spiritualité à cette époque-là. Puis c'est ces raisons-là qui m'ont amenée là. Puis plus tard, c'est davantage comme un outil de régulation émotionnelle parce que j'avais eu des périodes plus anxieuses. Donc, j'avais intégré un peu la méditation à mes pratiques. Puis vraiment plus tard, dans le monde de l'entrepreneuriat, je l'avais intégré comme étant une pratique bien-être pour améliorer ma performance générale. Donc, c'est drôle à dire, mais j'avais vu la méditation comme étant un outil pour être meilleur. Puis là, c'est une pente glissante quand on va là, mais je nomme pareil parce que c'est le chemin de plein de gens, d'autant des athlètes que des entrepreneurs, que des humains qui n'ont pas un rôle particulier, là, qui veulent juste être mieux dans leur vie. On voit parfois la méditation comme un outil pour atteindre quelque chose. Puis des fois, c'est tout à fait le contraire. On veut juste se foutre de patience, se faire du bien. Moi, c'est de cette façon-là que c'est entré dans ma vie, mais c'était très irrégulier. Donc, comme bien des gens qui disent qu'ils méditent, qui disent qu'ils méditent plus, j'ai arrêté, je le fais pas souvent, avec la culpabilité qui vient avec ça. Parce qu'on le sait qu'on devrait avoir une pratique qui est plus régulière pour avoir des bénéfices. Puis, c'est une approche que j'aime pas, la culpabilité, là, dans les saines habitudes de vie, parce que ça amène pas un petit goût de revenez-y. Au contraire, là, si on a une culpabilité par rapport à nos pratiques bien-être, quelles qu'elles soient, que ce soit d'aller au gym, de se coucher tôt, de pas trop scroller l'écran ou de méditer, mais là, ça amène une dynamique. En tout cas, je trouve ça un petit peu malsain. Fait que j'essaie d'amener les choses avec bienveillance, davantage pourquoi qu'on le fait, puis de s'ancrer dans des valeurs puis des motivations, davantage que le faire pour performer ou pour pas culpabiliser de pas faire ce qu'il faut. Fait que ceci étant dit, un jour, dans l'objectif d'avoir une pratique qui est plus régulière, parce que je savais tous les bénéfices, puis je me disais, Caroline, tu sais, t'es quand même instable dans ta pratique, là. Des fois, tu vas le faire beaucoup de façon régulière pendant une période, des fois pas. Je suis arrivée à vouloir prendre un cours d'enseignement de la méditation en me disant, je vais approfondir ma pratique. Ça va être super intéressant. Puis, ça a été... c'est un point de non-retour dans mon parcours. Il y a eu un avant, un après. Au bout de 4 heures dans la formation, je me suis dit, t'as peu. T'sais, ça répond à tellement de questions, de besoins. J'ai vu l'opportunité de créer quelque chose pour en faire un outil qui rend la pratique plus accessible au quotidien, qui l'enlève un peu de son piédestal, parce qu'il y a plein de mythes sur la méditation, comme s'il fallait une méditation tout à fait parfaite, puis comme ça, sinon c'est pas correct. Et là, je voyais toute la pratique, la démocratisation qu'on pouvait faire. Fait que c'est de cette façon-là là, que je suis entrée dans l'univers de la méditation, là. OK. Puis, est-ce que, un peu comme toi, ce que tu viens de mentionner, quand tu as eu des périodes plus sombres, tu méditais plus, est-ce qu'il y a eu un changement suite au niveau de ta formation de méditer aussi quand ça va bien? Pas juste quand ça va moins bien. Je méditais pas juste quand ça allait moins bien. Je méditais
avec un objectif en tête OK. et avec une attitude de personne qui veut performer. Puis ça, je pense que c'est un renforcement qu'on a que depuis qu'on est petit. Moi, je le dis tout le temps. On est petit, on fait un beau dessin, on se fait dire bravo, on veut continuer. Puis là, ben, à l'école, on est capable de faire telle chose, puis on veut continuer. Puis là, on comprend qu'on a beaucoup d'attention quand on fait bien, on répond aux attentes, on correspond aux standards, on est inclus. Puis ça devient un mode de vie. Plaire aux autres, répondre aux besoins, puis souvent, on s'écoute pas, là. Fait que méditer dans l'objectif d'atteindre quelque chose de mieux, la meilleure version de soi-même, là, genre évoluer, être meilleur, être plus concentré, être plus calme, être plus présent. Mais c'était la prémisse un peu de... Tu sais, c'est la pointe de l'iceberg de la performance, là, quand tu es rendu que tu veux performer ta méditation. Là. Mais je dis ça, là, mais il y a tellement de gens qui sont là-dedans, puis plein, là, pas juste quelques personnes, là. Parce qu'on aborde ça comme le reste de notre vie. Là. On ne peut pas faire les choses tout croche, on n'est pas des botcheux. On fait les choses avec intégrité, intensité puis rigueur. Mais c'est pas un endroit pour performer. Puis il faut déconstruire cette attitude-là dans la pratique. Fait que moi, je suis allée là pour, je vais dire, je sais pas, m'améliorer, apprendre, être mieux. Mais pas juste quand ça allait pas, parce que ça allait pas bien. Comme si c'était une quête de performance, je vais dire. On peut toujours améliorer quelque chose dans la croissance personnelle. Là. C'est un vaste monde aussi. Là. Tu rentres là-dedans, là, puis tu peux faire tellement de choses. Méditer quand ça va bien, moi, je trouve. C'est comme avoir une alimentation saine, mais pas parce que tu as un marathon, tu as un surplus de poids ou tu as une occasion avec un beau vêtement à mettre qui est tête. Tu comprends? Prendre soin de soi pour les bonnes raisons, pour soi, parce que ça fait du bien, puis parce que tu as de l'espace pour prendre soin de toi d'une façon saine. C'est un bel idéal. Là. C'est un idéal qui est sain aussi. Là. Pas juste prendre soin de soi quand ça va pas. Prendre soin de soi parce qu'on le mérite, parce que ça fait du sens pour nous, parce que ça rejoint nos valeurs. Pas juste pour régler quelque chose, t'sais. Aussi pour s'occuper de soi-même, du corps, de l'esprit. Là. Être plus proactif que réactif. Là. Oui. Puis méditer quand ça va bien, mais c'est génial là, parce que tu crées là-dedans, là, tu te développes. Là. Tu fais pas juste rentrer dans un processus d'auto-réparation puis d'amélioration de soi ou de réparer des petites choses à l'intérieur. Tu vas aussi te développer, te faire du bien. Parce que, tu sais, il y a différents bénéfices à la méditation, on va en parler, mais il y a autant de gens qui ont de raisons pour arriver à s'asseoir puis à faire un processus de méditation, d'être régulière. Puis il n'y en a pas nécessairement de mauvaise. L'important, c'est d'arriver là où on est, puis après ça, d'être capable de mettre l'objectif qui nous a amenés là de côté pour pas, tu sais, passer à côté de ce que la méditation peut nous amener. Parce que si j'ai plein d'attentes, je vais juste focusser sur ce que je veux atteindre, mode performance, puis je vais passer à côté de tout le reste. T'sais. Fait que je pense que peu importe la raison, peu importe le contexte qui nous amène, il y a quelque chose à tirer, dans le positif comme dans le négatif. L'important, c'est de s'asseoir puis d'entamer une pratique, même si parfois ça peut être difficile. Là. Oui. Les saines habitudes de vie, tu sais, tout le monde, je vais essayer d'aller courir un peu, je vais essayer de manger plus santé, plus de légumes. Puis après un mois, une semaine, T'es 2 bon semaines. avec ton mois, là, parce que... Ouais, ça. Après une semaine, 2 semaines, des fois même, c'est des jours, là, ça devient plus difficile. Là. Ouais, mais c'est difficile c'est pas juste avoir l'idée de savoir que c'est bon, c'est pas juste la motivation, la discipline, là. Il y a des conflits de valeurs internes, des conflits qui sont inconscients, qui jouent beaucoup là-dedans. Là. Beaucoup. Là. Puis, on fera pas une thérapie à matin, là. Mais la raison pour laquelle on est capable de passer à l'action sur des choses importantes, très difficiles versus faciles, des fois, on comprend pas pourquoi on est capable de faire des affaires qui demandent énormément d'efforts, puis d'autres qui sont accessibles, faciles, gratuites, rapides. On n'est pas capable. Puis les saines habitudes de vie, ça joue là-dedans. Tu sais, ça joue dans plein de choses là, dont on n'a pas conscience puis qu'on ne porte pas nécessairement au quotidien, mais là-dedans, il y a les blessures, il y a l'ego, il y a... des événements de vie. Oh, oui. Puis la dopamine cheap. Là, on n'est vraiment pas très... C'est vrai, on est tellement nourri à la dopamine cheap que on n'est pas habitué des fois de faire des efforts puis qu'il n'y ait pas tant de résultats. Puis s'asseoir, puis méditer. Clairement, tu n'as pas de médaille, OK? Tu n'auras pas 150 likes sur ça. Puis en finissant, ça se peut que tu ne sentes pas de différence pantoute. Ça se peut que tu en sentes une petite. Puis ça se peut qu'au contraire, tu aies un petit peu d'agitation mentale parce que dans le processus méditatif, dans l'auto-réparation, des fois, ça peut créer des pensées de plus alors que les gens font « Ah,
Mais non, c'est pas supposé calmer l'esprit. Ça peut en effet calmer l'esprit, mais ça se peut que ça déclenche aussi autre chose. Fait que clairement, c'est vraiment pas ta shot de médias sociaux ou de... Tu sais, tu n'auras pas le fou rire à la fin, à part... Pas nécessairement. Pas nécessairement, là. Pas nécessairement. Puis ça se peut, oui, OK, puis ça se peut que tu pleures, puis t'as plein de beaux moments, puis ça se peut que tu réalises des choses, puis ça se peut aussi que ce soit super plate. Comme ça peut être super plate aller faire un 5 km quand il pleut. Puis que ça prend à ce moment-là soit une motivation, soit de la discipline, soit une force intérieure, soit peu importe, des valeurs qui t'ancrent dans y retourner, même si c'est pas le choix évident, parce que clairement Netflix nous appelle. Mais pour prendre soin de soi, là, c'est une combinaison de facteurs, dont les facilitateurs, dont créer des... Moi, j'appelle ça des routines, puis je sais que les gens ont de la difficulté des fois avec le mot routine. J'avais beaucoup de difficultés quand j'étais jeune, parce que pour moi, routine, c'est plate, c'est monotonie. Alors qu'on pourrait dire le mot rituel, mais c'est des ancrages dans la journée qui font que j'associe des éléments importants à des moments dans la journée pour faciliter la prise d'habitude. Je veux dire, s'il n'y avait pas de brosse à dents dans la salle de bain, puis qu'il fallait aller la chercher dans le garage à chaque fois, ça serait clairement pas facilitateur, on s'entend? Ben alors, s'il y a des choses qu'on veut faire, puis que... C'est comme quand on va aller au gym le matin, là. Si notre stock est prêt, on cherche pas nos souliers, on sait c'est quoi le parcours qu'on a prévu à aller courir, ou on sait au gym c'est quoi la routine à faire. On se demande pas, faudrait que je fasse l'activité physique à matin, il est 5 heures, qu'est-ce que je vais faire? Il y a des facilitateurs dans la vie, là, mais pour les saines habitudes, même si c'est excessivement difficile d'en avoir plusieurs, de les maintenir, il y a des façons de faire, je pense. Qu'on ne se tire pas dans le pied dès le début. T'sais. Ça serait quoi, selon toi, les fondements pour justement être capable de les maintenir plus longtemps? Ben, il y en a plusieurs, là, dont les facilitateurs, je dirais, là, de les associer à quelque chose qui existait déjà, d'être réaliste, d'être modéré dans notre approche, d'avoir un partenaire d'imputabilité, exemple, quelqu'un qui nous motive à continuer. Tu sais, un ami avec qui aller courir ou quelqu'un qui te demande régulièrement si tu as fait telle chose. As-tu avancé ton, je sais pas, le livre que tu es en train d'écrire? As-tu écrit tes 2 pages journal? Tu sais, ce genre de choses-là là, qui nous aident au commitment, qui est si précieux puis qu'on trouve que, non, j'ai pas besoin de tout ça. Tant mieux, si t'as pas besoin. Il est où ton roman, tu sais? Les saines habitudes, là, c'est ancré dans beaucoup de petites choses qui diminuent la friction, qui diminuent les raisons pour lesquelles on va éviter, puis s'ancrer dans des valeurs, dans le pourquoi on le fait. C'est quoi mon bénéfice à le faire? C'est quoi que je risque de perdre si je le fais pas? Ce qui pousse à l'action. Puis le plan de match pour... c'est quoi les risques potentiels pour lâcher mon habitude? C'est quoi? Ben, je suis une jeune maman, puis là, je me suis dit, je me lèverais tout matin à 5 heures, puis j'ai un enfant de 2 mois, puis il fait pas ses nuits. On a ici un plan qui risque d'être plus difficile. Est-ce que tu as prévu quelqu'un qui, je sais pas, prend le relais à partir de minuit? T'as-tu prévu... Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on va peut-être avoir une jambette. Si je prends le temps de les lister, puis de prévoir un plan, puis d'impliquer peut-être du support, j'ai beaucoup plus de chances d'atteindre mon objectif, quel qu'il soit dans la vie, puis de créer une saine habitude qui est plus facile à adhérer et à poursuivre. Fait que je pense que dans l'ancrage de saines habitudes, se connaître, pourquoi je veux faire ça? Hein? Est-ce que c'est fondé dans un idéal, dans le fond, que j'atteins pas puis qui est ancré dans plein d'échecs encore, puis je vais juste se poursuivre, ou c'est une nouvelle version de moi, mais que je ferai pas ce qu'il faut pour atteindre, ou c'est vraiment dans quelque chose, c'est un besoin concret, là, genre, je sais pas, moi, j'ai un taux de cholestérol trop élevé, mon médecin m'a dit que c'était dangereux pour moi. Je vois ici le risque d'être malade ou de pas pouvoir m'occuper de mes enfants, peu importe, et ça me pousse à faire de la meal prep, regarder le circulaire, faire une épicerie, prévoir un moment dans ma semaine pour cuisiner plutôt que d'attendre que ça apparaisse. Il y a beaucoup de petites choses, mais je pense qu'il faut commencer par s'asseoir plutôt que spontanément penser qu'on va, je sais pas, se réinventer en 2 secondes, puis je vais aller courir tous les jours cette semaine. Puis là, tu fais comme, tu sais combien de temps que t'as pas couru? Ben, j'ai jamais couru. C'est ambitieux. C'est ambitieux. C'est ambitieux. Tu sais, je pense que de nos jours, les vies sont de plus en plus remplies. Tellement. Surtout si vous êtes parent. Surtout. J'enlève pas rien à ceux qui ne sont pas parents. J'en suis pas un. Mais c'est des... Comme tu le mentionnais, là, un bébé de 2 mois, ça fait pas ses nuits là, tout le temps. Là. C'est un exemple extrême. Là. C'est un exemple plus tu as de extrême. rôle et de responsabilités, ou moins t'aimes le vide, plus tu te remplis la vie de toute façon. Exact. Puis, tu sais, oui, on parle des bébés naissants, mais c'était un couple de jumeaux. C'était 2 jumeaux.
qui ont 8-9 ans. Il y en a un qui joue au soccer, l'autre a des cours de musique. Le soir, ben, il y a un parent à gauche, un parent à droite. C'est une job prenante. Un nouvel emploi. Une grande cour à t'occuper tout seul. Un proche qui a besoin d'aide. Un stress dans ton couple, dans ta famille. Un enjeu de santé. Clairement, ton focus va aller à pallier une situation qui est plus difficile présentement versus créer une nouvelle habitude. Puis c'est peut-être pas le temps non plus de lancer une nouvelle habitude. C'est quoi qu'après ça, on a toujours des prétextes, là, mais... Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu faisais du sport un peu ou... Tellement pas. Ah non? Tellement pas. J'ai fait du soccer d'été, là, puis... Récréatif. Ouais. Pour le gros plaisir. Chez nous, c'est drôle parce que mon frère puis une de mes sœurs étaient très, très sportifs, puis très bons, je vais dire comme ça, là. C'est moi et mon autre sœur, comme t'es vraiment plus des artistes. Et on avait établi la règle en famille qu'on n'allait pas dans le compétitif, parce que le soccer compétitif, c'était quand même... Mon frère, c'était intense, c'était pas agréable. Puis là, mes parents avaient dit c'est correct de pas aller dans le compétitif puis de pas aller au bout de votre capacité si vous avez moins de fun. Fait qu'on a fait comme OK. Mais mon autre sœur, elle a fait du patinage de vitesse, puis elle a fait Jeux du Québec, puis c'est vraiment intense. Elle était super intense, super bonne. Puis moi, j'étais très active. Mais tu sais, je faisais genre du ballet de jazz, je faisais du scoutisme, du plein air. J'étais vraiment plus dans explorer puis bouger que être une sportive disciplinée, là. J'étais pas disciplinée, là, mais pas du tout, là. Puis même, tu sais, j'ai fait de la musique, puis 2 ans de piano, puis après ça, j'aimais pas le cadre, moi. OK. Ouais. Fait que non, j'étais pas une sportive, là. Je dirais pas ça. T'as-tu toujours été un peu entrepreneur? Ouais. Ouais, vraiment. C'était quoi ta première idée de business ou la première petite business que t'as eue, là? Ça peut être passer les journaux ou tomber du gazon, là. Je vais dire ça. Avant, je vais dire quelque chose qui m'a fait me rendre compte à quel point je suis entrepreneur depuis longtemps. OK? Une fois, j'avais une pré-entrevue pour une conférence que je donnais, puis l'animatrice, elle me posait des questions pour trouver la racine de mon entrepreneuriat. Puis on est arrivé à cibler qu'à ma fête de 6 ans, je l'ai organisée moi-même. OK. Les 4 anniversaires, la liste d'invités, le menu, les jeux auxquels on a joué, la chasse au trésor, les petites affaires, le setup, la décoration. J'avais organisé ma fête à 6 ans. Tu sais, ça prenait un peu de leadership. Fait que c'est un élément que j'ai trouvé qui est quand même... Ça fait longtemps, là, j'ai 40 ans. Puis ça l'a pas arrêté depuis la vision, l'idée, la concrétisation, le projet, organiser des affaires, coordonner des affaires. Mais ma première petite business, ça a été... C'est épouvantable comme je me suis fait exploiter. Tu sais, quand tu comprends pas ce que tu offres, je ramassais des feuilles au râteau. Je pense que c'est-tu 3 pièces de l'heure ou 3 pièces le terrain? C'est épouvantable. Puis il y avait une voisine que je connaissais pas beaucoup, mais j'étais toute fière. J'avais cogné aux portes avec mon petit papier. Tu sais. Et elle a vu là l'occasion, là, puis c'était une bonne madame, là, tu sais, une vieille madame, là. Elle était gentille, là, mais elle avait un terrain gigantesque. Je me rappelle pas si c'était par terrain. J'espère que non, sérieux. Parce que, pour vrai, j'y suis allée plusieurs fois, plusieurs soirs. Puis, tu sais, j'arrivais chez nous, tu sais, l'automne, il fait sombre tôt. J'arrivais chez nous, j'étais, je sais pas, genre, quelle année, peut-être en 2e du primaire. Il faisait noir, j'arrivais pour souper. Tout le monde chez nous avait souper, tu sais. Fait que moi, j'avais ce sens-là de voir des opportunités, vouloir les accomplir. Puis, je voulais travailler. Tellement que j'étais bénévole dans un café jeunesse juste pour faire de la caisse parce que je me disais, ça me prend des expériences de travail. Tu sais, j'étais bénévole caissière à 14 ans dimanche, puis il n'y avait pas beaucoup de clients, puis j'étais donc bien fière. J'avais cette envie-là de créer, d'organiser, puis ça me stimulait hautement. Tu sais, j'en parle, puis je suis contente. C'est des beaux souvenirs pour moi, ça. C'était pas du travail, c'était tout le temps concrétiser des idées, là. Puis là, maintenant... Une des grosses idées que tu as concrétisées, c'est Bloom, le bar à méditation. Oui. Peux-tu conter l'histoire de Bloom un peu? Oui. Bien, quand j'ai vendu les parts de mon ancienne business, j'ai décidé de prendre un temps. Je venais d'avoir ma fille Marie-Laurence, ma 2e. J'étais fatiguée en tabarnouche. Ici. Mentalement? Je savais pas à quel point j'étais fatiguée jusqu'à temps que j'arrête. Puis que là, ben, l'adrénaline descend et que tu as accès à ton corps, là. Ton corps pas sur le... Je sais pas si tu as déjà fait ça, avoir une vie tellement chargée que quand tu prends des vacances, tu tombes malade ou tu es brûlé, tu t'en profites pas. Okay? C'est le lot de beaucoup de gens. Lundi. Puis tu te dis, ça n'a pas de bon sens de pas profiter de même ou endormir à 8 heures. Puis quand j'ai arrêté pour vrai,
J'étais là, hein, mon corps me lâche. J'étais un peu triste. J'étais, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais là, c'est un postpartum. Mais au-delà de ça, là, c'est le système nerveux, là, c'est écrasé. Fait que j'ai pris le temps, je me suis dit, essaye de ne pas travailler ton projet parce que je l'avais dans la tête et dans le cœur. Essaye de ne pas travailler ton projet pendant 3 mois. Parce que je me suis dit, tu sais, c'est comme c'est un feeling de burn-out, là, j'étais capable de l'identifier. Essaye. Puis moi, d'habitude, c'est pas ça que je fais dans la vie. Hein. Quand j'ai une idée, je la note, puis là, je nourris ça parce que ça me motive. C'est peut-être une même un peu aussi, tu sais, on a 1000 idées. Puis quand, en plus, t'as certains succès, t'as été capable de concrétiser tes choses, fait que tu sais que t'es capable, pardon, de créer des choses. C'est tellement le fun, le cerveau s'emballe. Puis là, je me suis dit, offre-toi un vrai break. Fait qu'après mon vrai break, j'avais une date. Et là, je me suis remis à raffiner mon idée pour le bar à méditation Bloom. Ma prémisse, c'était comment qu'on peut s'arrêter, prendre soin de nous psychologiquement, puis de façon globale aussi pour notre santé, sans être tout le temps dans le faire, sans être tout le temps dans je vais prendre soin de moi après avoir fini ma liste, parce que la liste, elle n'arrête jamais. Là. Puis les idées n'arrêtent jamais. Puis quand les enfants sont couchés, bien, il y a un panier de neige à plier, puis il y a quelque chose à faire. Puis sinon, bien, on est fatigué, puis on s'écrase devant l'écran, on se nourrit pas. Puis des fois, ben, je voyais que les pratiques bien-être, que ce soit la méditation ou l'activité sportive, ben, ça prend un contexte comme parfait, on dirait, pour que ça marche. Parce que sinon, ben, j'ai pas une demi-heure ou 45 minutes, j'ai pas le temps d'y aller, il fait pas beau. Il y a tout le temps un prétexte. Puis je disais, c'est quoi cette maladie-là? De tout le temps remettre à plus tard le moment où je prends soin de moi, où je me choisis. Puis il y a des fondements judéo-chrétiens là-dedans, c'est sûr, là, la culpabilité, prendre les autres avant soi, tout ça. Puis j'étais là, ici, on facilitait le tout. Puis je me suis dit, dans le monde du travail, que je trouvais un peu intense, parce que je sortais de ma propre business où ça avait été tellement intense, tellement passionnant, mais tu sais pas quand mettre un stop, tu sais pas comment arrêter, parce qu'il y a toujours des idées, des opportunités. Puis là, j'étais là, c'est quoi cette folie intérieure-là qui mène clairement à un mur? Et le taux de burn-out augmentait, il augmente toujours. Là, le bar à méditation Bloom, je voyais ça comme un oasis de tranquillité dans laquelle on prend le temps de faire des pauses, quelles qu'elles soient. Des pauses virtuelles en direct et en rediffusion. Le direct pour l'imputabilité. J'ai quelqu'un qui est là, ça commence à telle heure. Donc, je vais arrêter de me repousser et de dire je le ferai ce soir. Ce soir, jamais. Là. Ce soir, demain, jamais. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas une demi-heure, j'ai pas une heure. Puis j'étais là. Et si on faisait des courtes pauses? Quelque chose dans lequel le prétexte du temps, c'est vraiment un prétexte. Tu t'entends dire j'ai pas 5 ou 10 minutes, puis tu fais comme. C'est très sain, tout ça, là, pas avoir 5 ou 10. Ça nous arrive tous de ne pas l'avoir, là. Mais on est capable de dire, tu sais, pour vrai, trouve 5, trouve 10. Puis si tu l'as pas, trouve une. J'ai des pauses préenregistrées de jusqu'à 1 minute. Fait que, non, ça, la méditation, c'est pas obligé d'être des séances de 45 minutes, 1 heure. Là. Non. Puis les gens vont souvent penser c'est mieux de faire 1h30 une fois le samedi. Puis c'est pas ça, c'est la régularité qui va amener les bénéfices. C'est le fait de ne pas se lâcher, c'est d'avoir une pratique régulière, d'y retourner. Fait que si tu fais 10 minutes par jour, 15 minutes par jour, tu es vraiment plus proche de, je veux dire, puis il n'y a pas une recette pour prendre soin de soi, là. Il n'y a pas une recette, il y en a plusieurs, OK? Mais tu es vraiment plus proche d'une recette super adéquate si tu le fais de façon régulière, avec des petits moments, que si une fois de temps en temps, tu fais un long moment. Puis justement, comme on parlait au début, créer l'habitude, le faire à chaque... 3-4 fois semaine, 5 à 10 minutes, c'est mieux qu'une fois, 1h30. Absolument. Puis tu gardes le muscle en forme, parce que c'est un entraînement du mental, la méditation. Hein? Tu gardes ton muscle en forme. Puis tu ne vas pas te taper un marathon sans entraînement. Puis souvent, tu ne vas pas te le taper sans coach. OK? On ne dit pas que ça prend un équipement incroyable, mais il faut une compréhension de ce que tu fais. Sinon, tu vas te garrocher, tu vas avoir des blessures, tu vas te décourager, tu vas te démotiver, tu vas arrêter. Puis même si tu n'as pas de coach, tu vas aller chercher un plan en ligne. Là. Exactement. Mon premier 5 km, mon premier 10, c'est... Exactement. Tu vas t'outiller à. Parce que sinon, tu as des prétextes, tu penses que c'est pas pour toi. Je passe en... Attends, on prend la course. Là. Je passe en forme, je me suis blessée, j'ai pas les bons souliers, j'ai pas la technique, j'ai pas le temps. Peu importe. Tu vas avoir des prétextes, c'est une façon, on va s'en trouver des prétextes, on est capable. On est créatif à ce moment-là. Oh mon Dieu! Hein? Le cerveau est fort. Mais ça va être la même chose pour la méditation. Fait que l'habitude qu'on va créer, qui va être renforcée, l'important, c'est de faire de façon régulière. Puis après ça, ben, si tu essaies de méditer le matin en disant « je vais me lever tôt puis je vais méditer », mais que tu n'es pas un lève-tôt, et là, tu
t'as deux choses que tu travailles en même temps, là. C'est pas genre, je vais rajouter un moment de méditation au réveil parce que la maison est calme, les enfants sont pas réveillés, puis je risque de pas le sauter. Personne qui risque de me demander quelque chose à cette heure-là. Là, c'est pas ça. Là. Si tu te rajoutes en plus, il faut que tu te lèves tôt. C'est comme, t'as peu, là. Tu t'en demandes. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que c'est pas correct. C'est juste que si t'es quelqu'un qui a de la difficulté à entrer des... Puis je veux dire, entrer une saine habitude nouvelle, parce qu'en commencer par une, ça peut être plus facile que d'en mettre 6 en même temps. Bien, c'est ça. Il faut être conscient de qui on est. Puis c'est pas que t'es moins bon. C'est juste... Constate ton contexte, ta vie, tes habitudes, à quel point tu es habitué d'être dans la discipline, dans l'effort. Puis cette fois-ci, as-tu le goût de faire ça dans le gros effort ou tu aurais le goût de faire ça dans ben je vais adapter ça à ma réalité. Puis moi, je suis beaucoup dans adaptons, plutôt que de dire ben il faut que ce soit parfait parce que ben le mode de vie de la perfection, c'est le mode de vie de la performance. Ça tient pas, ça épuise. Ça nous fait nous sentir coupables puis pas bon, ce qui est vraiment pas intéressant. Si tu as une application que tu payes dans le beurre depuis tout le temps, là, quand tu la vois, là, tu te sens bien? Non. Non. C'est rien pour y retourner en disant oh, mon Dieu, ça vient de me coûter encore 30$. Hey, je vais y retourner. Non, c'est plus tu sais, puis tu passes à d'autres choses, tu fuis, t'as pas le goût d'être en contact avec cette émotion-là, elle est difficile. T'sais. Fait que moi, je pense que d'adapter la méditation à notre vie est plus efficace. À un point tel que le classique, là, quand les gens méditent, souvent, ils disent, mettons, la semaine avant les vacances. T'sais, on fait un rush pour tout finir. Là. On revient des vacances, on fait un rush pour rattraper. C'est correct. On le coupera au montage. Je vais faire 2-3 claques. Là. Fait que la semaine qu'on revient des vacances, on fait un rush pour rattraper. Puis après ça, pendant les vacances, on a voulu se donner un break des saines habitudes, tu sais, parce qu'on se dit, c'est quand même. Mais là, tout ça, là, c'est parfait pour déraper puis la perdre l'habitude, là, c'est 3 semaines. OK? Puis moi, je dis, ben, et si t'es capable de garder un fil, tiens la main. Juste 1 minute, 3 fois semaine. Ouais, ça sert à rien. Ça sert que tu t'es pas laissé tomber. Ça sert que c'est pas reprendre de quoi à zéro. C'est plutôt continuer et adapter. Fait que si le seul moment de ta journée que t'as où t'es tranquille, c'est, je sais pas, moi, avant de te coucher ou le matin dans la douche ou peu importe, ben es-tu capable de faire 5 respirations conscientes à ce moment-là? Même dans les semaines folles où tu te dis, ah non, je vais même pas au gym la semaine avant de prendre mes vacances tellement que je suis... Es-tu capable de garder un contact avec ta pratique méditative ou respiratoire? Petit, aussi petit, comme ça, quand tu vas reprendre une semaine plus normale, tu vas pas faire « Ah, ça fait 8 jours que je l'ai pas fait. » Non, on enlève la culpabilité. Là. Ça fait pas 8 jours que tu l'as pas fait. Ça fait une semaine que tu as adapté ta pratique. À ta réalité du moment. Puis ça, c'est un cadeau à se faire. Pendant que tu parlais, j'avais pas une métaphore, mais un exemple comparatif. Tu veux manger plus santé, plus de fruits et légumes. Tu as une semaine de fou au travail, avec la famille, tu cours partout. Tu n'as pas le temps de manger aussi santé, mais prends une pomme par jour. Va te chercher un fruit de plus. Mais pas un fruit de plus, mais fais juste manger un fruit dans ta journée. Tu gardes ta bonne habitude. Ouais, OK, oui, tu es peut-être arrêté au dépanneur, tu as mangé de quoi sur la route, pris un commande au volant, mais tu as continué à faire un effort. C'est peut-être à ce moment-là, c'était le plus gros effort et l'effort que tu pouvais faire pour continuer ton habitude. On peut se focusser sur ce qu'on fait versus les affaires qu'on fait pas, qu'on a arrêté, qu'on a lâché, qu'on n'a pas fait au complet. Tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, j'ai triché. » Ben, c'est tout le temps en mode triche, c'est ton plan alimentaire, là, il est peut-être un peu trop strict. Tu sais, si tu as 21 repas sur 21 dans la semaine qui doivent être parfaits, hey, c'est pas bon pour la santé mentale. Puis là, je parle pas de préparation à des grandes compétitions mondiales, on n'est pas là. On parle de dans une vie, dans une habitude qui veut être sustainable, qui veut être durable. Est-ce que c'est réaliste de faire 21 sur 21? Mais non, ce n'est pas réaliste. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu es supposé d'en faire 17 sur 21 de parfait, puis que tu as 16? Ah, drop it? Non, tu peux juste accepter que cette semaine, tu as peut-être un objectif de 17 bons repas sains avec des proportions qui marchent, puis juste faire, c'est ça. Je suis pas obligée de me pénaliser, de me tirer dans le pied, puis commencer à sortir 8 sacs de chips, puis boire 20 bières. Tu sais, on peut-tu rester dans... Parce que c'est pas parfait, puis c'est bien plus facile de dire je drop, mais est-ce qu'on peut rester dans j'ai fait le mieux que j'ai pu, je suis sincère là-dedans, puis effectivement, cette semaine, j'ai peut-être mangé un peu plus que ce que j'avais prévu, ou j'ai peut-être moins dormi qu'est-ce que je m'étais promis, mais qu'est-ce qui est possible de faire pour adapter mon comportement? T'sais? Le fruit de plus, là,
tel que tel. Puis si c'est pas le fruit, ben, c'est peut-être le morceau de fromage au lieu du sac de chips. Parce qu'il y en a dans les dépanneurs du fromage emballé. Ouais. Je te dis pas que c'est le fromage de meilleure qualité. Mais ça ou le sac de chips, mais tant qu'à ça, ça, on dirait un produit de fromage fondu. Es-tu capable de faire le pas que tu es capable de faire dans la situation que tu es? Ou tu vas encore une fois avoir un prétexte pour faire le pire? C'est un choix à mener, c'est une position. T'sais. Chez Bloom, là, vous avez des méditations, mais là, tantôt, tu as parlé de respiration consciente. Mm-hmm. C'est quoi ça, la respiration consciente? Bien, dans la méditation, parce que moi, j'enseigne majoritairement la méditation de pleine conscience. C'est quoi la méditation de pleine conscience? C'était ma question. D'autres choses. Bien, la méditation de pleine conscience, c'est une méditation dans laquelle on se sert de l'instant présent. Okay? Donc, ce serait d'être pleinement présent à l'expérience qui se déroule présentement, sans chercher à la modifier, sans la regarder avec des filtres tels que, exemple, le filtre du jugement, puis d'essayer de projeter des affaires dessus. Qu'est-ce qui est là? OK? Pas genre ce que j'aimerais, qu'est-ce qui est juste là? Fait que dans mes émotions, autant que dans mon corps, autant que dans d'autres ancrages. Fait qu'on se sert d'ancrage pour faire la méditation de pleine conscience. Puis un ancrage, ça peut être, exemple, des sons. Fait que ça pourrait être autant la pluie dehors, une petite musique, la voix de quelqu'un dans une méditation guidée ou les sons ambiants. Puis on se dit, mais pas de bruit. Si t'entends, tu vas entendre jusqu'au calorifère qui part, puis la ventilation, puis le bruit de la lumière, puis le voisin qui marche. Tu peux méditer là-dessus, même si on sait, ça prend pas le silence pour méditer. Il y a toutes sortes de méditations. Puis après ça, en pleine conscience, tu peux te servir de ton souffle. Super ancrage. Autant au niveau du rythme, des sensations à l'intérieur, du mouvement, du souffle. Tu peux te servir du souffle de plein de façons. Tu peux te servir d'un élément visuel. Ça peut être une image, un dessin, la flamme d'une bougie qui vacille. Ici. Fait que des sensations puis des émotions super intéressantes aussi. On n'est tellement pas habitué à ressentir notre corps. Donc, cet ancrage-là, sur lequel on revient. Puis méditer, c'est pas super compliqué. OK? C'est juste une pratique. Il y a 4 étapes. OK? Donc, en méditation de pleine conscience, premièrement, je vais porter toute mon attention sur une chose ici. Une chose. En deuxième étape, super simple, ton esprit va partir. Elle va partir. Troisième étape, tu vas en prendre conscience. Ah, crime. Je suis en train de penser à hey, c'est une bonne question que je devrais y penser de poser tantôt. Hey, j'ai fait ça, moi aussi, c'est ça. Puis après ça, tu vas choisir consciemment de revenir. Ça se peut que tu choisisses de ne pas revenir. Il va falloir que tu sois capable d'accepter qu'ici, maintenant, tu es confortable dans ta fantaisie. Tu es vraiment préoccupé par l'affaire que tu as oublié de demander à ta blonde d'acheter pour le souper. Ou peu importe, tu comprends? Il va falloir que tu fasses comme OK. Puis là, je fais le choix conscient de revenir parce que c'est ça ma méditation. Puis tu vas faire ça en boucle. Encore et encore. Puis là, ils m'ont dit, mais là, c'est pas penser à rien, méditer? Non, c'est pas penser à rien. C'est être ici maintenant. Des fois, on va méditer sur nos pensées. On va prendre la pensée, puis juste être avec la pensée. On n'est pas dans la fuite, on n'est pas dans pousser la pensée, c'est prendre conscience. OK, laisser aller, dire, c'est correct. Je peux penser à ça tantôt, je dépose et je reviens à le son de sa voix, ma respiration. Puis après ça, quand on va être capable de prendre conscience des pensées qui nous habitent, parce que c'est un peu ça l'exercice, on va être capable de dire hey, je suis tout le temps préoccupée par, je sais pas quoi, mon futur déménagement qui est dans 6 mois, mais je suis tout le temps en train de penser à ça. Puis là, à la fois, ça me pourrit la vie, ça me rend anxieux. Puis je suis tout le temps en train de penser à telle chose. Ou j'ai des pensées qui sont anxiogènes. Ou je pense aux commentaires que les autres me font parce que tu prends conscience de tes pensées quand tu te ramènes. Puis même si c'est dans l'espace de la méditation, ce que ça t'amène dans la pratique de l'esprit, c'est à prendre conscience de ce qui t'habite à l'extérieur de la méditation. C'est comme un poste de radio qui griche. Puis là, tu deviens un peu... Puis tu prends conscience. Ah, c'est la radio qui me gosse depuis tantôt. C'est ça. Puis tu replaces le poste. Puis tout à coup, ça commence à gricher. Tu replaces le poste. Tu es encore en train de changer. Tu conduis, tu sais, puis tu es encore en train de changer de zone. Puis tu fais comme... Merde. Mais tant que tu n'en prends pas conscience, il y a juste quelque chose qui te gosse. Ouais? Cette pratique-là permet de savoir ce qui nous habite et ensuite de choisir.
Fait que oui, un jour, dans la méditation, tu as peut-être beaucoup moins de pensées. Puis des jours, tu en as plus. Puis à un moment donné, mais tu en as moins. Parce que tu es capable de trouver un apaisement sans être pris dans un flot de pensées anxiogènes. Et c'est une pratique. C'est pas l'objectif n'est plus d'avoir de pensées. L'objectif, c'est d'être pleinement dans l'instant présent par les 4 étapes. Puis ces 4 étapes-là ont de l'impact dans nos vies, vraiment beaucoup, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que la méditation de pleine conscience, c'est comme la pratique du moment présent? Parce que, mettons, tu vas prendre une marche, puis là, tu peux penser à plein d'affaires. Mais si tu pratiques la méditation de pleine conscience, tu peux arriver à comme, hey, je suis en train de marcher, je pense à ça. Regarde, je vais mettre ça de côté, puis là, je marche. Puis je profite du dehors, j'entends les oiseaux. Voilà. C'est quasiment une méditation de pleine conscience. Il y a des méditations formelles, une méditation qui est structurée, comme je viens d'expliquer. Donc, puis il y a des méditations qui sont des activités méditatives, donc de la méditation informelle. La méditation marchée, par exemple. Quand les gens disent moi, je prends une marche, je médite, ben oui, ça se peut. De toute façon, le but, c'est pas, j'en ai pas la police de la méditation. Là, je trouve ça tellement tannant. Là, le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'être conscient. Fait que si je pense que je médite parce que je marche, ben qu'est-ce que tu fais quand tu marches et que tu écoutes un podcast puis tu rumines tes situations de vie? Tu n'es peut-être pas en méditation. C'est pas grave, là. Tu prends une marche. C'est parfait. Si tu es en train de ressentir le poids de ton corps dans tes jambes, le mouvement, les muscles, les articulations, sans juger la douleur, juste observer. Je ne suis pas ma douleur. Puis je capote pas parce que j'ai une douleur. Je fais comme, non, je prends conscience que mon genou, j'avais jamais ressenti ça, mais ça tire un peu. OK. Puis après ça, ben, je sens le confort ou l'inconfort de mon chandail, sans juger, sans dire, il est correct, pas correct. Non, juste, peut-être que je me sens un peu à l'étroit là-dedans. Ou, j'observe que j'ai plus chaud. Puis après ça, ben, les oiseaux ou les voitures qui passent, puis sans dire, c'est tellement désagréable, je suis pas en train d'essayer de juger, je suis en train de faire, j'observe que c'est fort. J'observe que peut-être que ça me crée, peut-être que je suis un peu contrariée par ces sons-là, puis c'est pas ce que j'aurais souhaité. C'est correct. Fait que d'être juste pleinement présent à l'expérience qui se déroule ici, maintenant. Oui, ça peut être une méditation, puis après ça, ben, ils vont dire, moi, j'aime tricoter, j'aime cuisiner. Si t'es pleinement disponible à ce qui se passe avec tes mains en faisant la vaisselle, puis que tu focuses sur l'odeur du savon-vaisselle, puis la chaleur, puis ton geste, puis être dédié, oui, tu es en train de faire une méditation active. Puis c'est pas mieux qu'autre chose. C'est pas une affaire de... C'est pas une compétition. C'est juste de dire, est-ce qu'il y a d'autres façons de pratiquer la pleine conscience, la pleine présence dans le mouvement? Oui. Puis ça peut être une façon de varier les pratiques. C'est pas une pratique qui est formelle, assis. Là. Puis d'ailleurs, quand je dis assis, j'aime ça spécifier. On n'est pas obligé de méditer en tailleur. Beaucoup d'images qu'on voit de la méditation sont quelqu'un qui est assis avec mudra. Bouddha, là. Ben, c'est correct. Si c'est parfait, pour toi, c'est parfait. Par contre, si tu as l'impression que pour méditer, il faut que tu fasses ça, ben rappelle-toi que toi, chez vous, peut-être que vous n'êtes pas assis au sol. C'est moins naturel. Donc, ça se peut que tu sois sur une chaise de bureau, de cuisine, de travail. C'est parfait. Les pieds au sol, les mains sur les genoux. Comme ça, tu n'es pas obligé de faire un mudra si c'est pas un mudra. Tu n'es clairement pas obligé de faire ça. Un mudra, c'est une position des doigts en beigne, là. Ben, que les gens qui font du yoga, puis ça a une symbolique, puis tout ça l'empêche pas que tu le fasses. C'est juste que si c'est pas porteur de sens pour toi, puis que t'as pas l'impression que ça va t'avertir si tu pars ou tu t'endormis, t'es pas obligé de faire quelque chose que tu ressens pas. T'es pas en train de pas bien méditer. Moi, être assis longtemps, j'aime pas ça. Moi, je passe à la longueur de journée assis. Méditer assis, ça m'intéresse pas pantoute. Okay. Puis méditer debout, ça m'intéresse pas. Moi, je la fais coucher dans mon lit. Ça fait la job, là. Je vous dis, là, moi, c'est mon truc, là. Tu t'endors pas? Moi, je m'endors dans une méditation. Moi, je suis le gars de soir. Si je le fais à 6 heures le matin, je me rendors, c'est sûr. Et ton objectif de méditation à toi, c'est l'endormissement, l'apaisement, la détente? Pas nécessairement. Si je m'endors? Je m'endors pendant une méditation. Mais... tu veux dire, tu ressens une envie de dormir, mais tu ne t'endors pas. Des fois, oui. OK, ben c'est ça. Mais tu sais, je médite pas pour m'endormir. Okay. Je médite pour une pleine conscience. Des fois, il y a des choses qui se passent, puis je joue juste comme... OK, là, regarde,
pleine conscience, on vide le cerveau. Tu veux t'apaiser. Je veux m'apaiser. Mais mon but n'est pas de « Hey, il faut que je médite pour m'endormir. OK. » C'est juste comme, là, Félix, t'es stressé, t'es pas capable de t'endormir. Je le sens, là. Puis moi, je suis quelqu'un je me couche la tête puis je dors, là. Fait que si après 2 minutes, 3 minutes, je dors pas, je suis comme, OK, là, il se passe de quoi? Puis après 10 minutes, là, je le sais que c'est un problème majeur qu'il y a. Puis bien souvent, c'est comme, OK, ouais, ça fait 10 minutes que je pense à telle situation. Ah, il se passe de quoi? OK, hey, attends, là. On vient de faire un méchant tour de roue de cette situation-là. Je suis pas encore en train de dormir. Fait que des fois, c'est vraiment des réflexes que je pense qu'à cause de la méditation de pleine conscience, que ça fait plusieurs années que je fais, que c'est comme, OK, je me rends, l'étape 3, je me rends compte que j'ai divagué. Puis là, après c'est de revenir qui fait que tu médites. C'est de revenir à l'instant présent. Exact. À chaque fois qui fait que tu médites. Sinon, mais c'est parfait. Tu es en détente, en relaxation, tu es en réflexion. C'est bien correct. C'est pas de méditation proprement dit, en tout cas, pas de pleine conscience. C'est pas grave, c'est pas un concours, cette histoire-là. Là. C'est qu'est-ce que je fais, moi, comme pratique bien-être pour me faire du bien. Puis tantôt, tu disais, c'est la respiration consciente. Bon, mais la respiration consciente, c'est des respirations que tu fais de façon consciente d'un bout à l'autre. Puis tu te sers vraiment du souffle pour t'ancrer. Puis la respiration consciente, moi, je trouve que ça peut être un point d'ancrage dans une journée. Fait que je suis nerveuse, je suis stressée, j'ai pas le temps, je peux-tu aller dans un endroit puis juste m'ancrer sur mon souffle pendant 1 minute? Me grounder, comme on dit. Puis après ça, faire OK, non, c'est beau, je suis revenue dans mon corps, c'est beau. Parce que des fois, on part, hein? Puis c'est normal, là, je veux dire. Un esprit sain qui fonctionne va avoir des pensées. Ce qui est désagréable, c'est quand tu les... Puis je veux pas dire les contrôler, mais quand tu ne peux pas les choisir. OK? Je fais la nuance de contrôler puis choisir parce que contrôler, c'est comme si fallait que tu sois maître de tout puis que tu diriges tout, alors que, tu sais, le cerveau, il fonctionne, là. T'as pas besoin de tout gérer non plus. Mais si t'es pas conscient de ce qui t'habite dans ta tête, ça peut te rendre très malheureux si tu te répètes des choses qui te font pas du bien puis qui alimentent des choses négatives. Puis si tu peux pas choisir des choses qui te nourrissent parce que tu sais pas ce qui se passe dans ta tête, tu n'es pas conscient, ou parce que tu n'arrives pas à dire « Crème, c'est peut-être pas le temps, là, pendant que je suis en entrevue avec toi, de m'inquiéter pour telle chose, parce que je vais rater ce moment-là. Si je suis pas capable de résister à ça, j'ai une pensée anxiogène, c'est vraiment plate. Je me prive de l'expérience de la vie parce que pendant que je suis avec toi, je pense à d'autres choses. Puis pendant que je vais faire d'autres choses, je fais quoi? Bien, je vais penser à d'autres choses aussi. Tu sais, le faux mot, là, la peur de ne pas être au bon endroit, au bon moment, là. Penser ailleurs. Tu sais, l'existence, ça, c'est d'en profiter, peu importe ce que tu fais, là, ce que tu aimes faire le plus, être avec tes amis, faire du sport, profiter de ce qui se passe dans ta vie, c'est tellement important. Mais si on est tout le temps en train de spinner, on perd une belle opportunité. Là, le pouvoir du moment présent. Mais oui, ça a l'air tellement quétaine, là. Ah. C'est pour vrai, là. La première fois que j'ai vu ce livre-là, j'étais là, oh mon Dieu Seigneur, je ne vais pas m'enfermer dans des clichés. Puis après ça, au-delà du titre, es-tu capable de... Regarde, je suis capable de ressentir mon inconfort par rapport à un titre. C'est pas la première fois de notre vie qu'on voit un titre qu'on dit, hey, c'est cheesy. Es-tu capable de l'ouvrir, la couverture? Es-tu capable d'aller au-delà de ça si on dit que c'est bon? Puis c'est beau, ça n'a pas l'air pour moi, mais je vais. Les perles qu'il y a, tu sais. Mais de ressentir l'inconfort, ça fait partie aussi du chemin. D'être là, de faire, je suis mal à l'aise avec ce que tu me dis. Je vais-tu fuir ou je suis capable de faire crime, je suis mal à l'aise. Je suis même pas obligée de te le dire, mais de faire, je ressens du malaise. Pleinement présente à ce qui se déroule en moi. Simplement. Puis, dans la vie en général, ce que je remarque, quand quelqu'un me dit, ouais, c'est quoi ça le moment présent? Y a-tu de quoi que tu fais que tu vois plus l'heure? Puis que c'est comme, hey, mon Dieu, ça fait 3 heures que je suis là-dessus, hein, ça fait 4 heures que je suis là-dessus. Moi, ça m'arrive avec des fichiers Excel, là, ça m'a vraiment niaiseux. Là, fait que quand je tombe dans un fichier Excel bien compliqué, puis ça me tente d'en faire un. Profite. Je suis dedans, puis c'est comme, il est rendu 10 heures. Je vais faire une dernière affaire. Il est rendu 11h30. Et tabarouette. Il faudrait que je me couche. Une petite dernière affaire. Mon Dieu, il est rendu minuit et demi. Là, il faut que j'aille me coucher. Là. Mais c'est ça le moment présent. Tu vois plus l'heure. C'est sûr qu'il peut y avoir des situations de moment présent négatives. Des fois, t'es comme. Des fois, t'es à un 5 à 7 puis t'es là. Puis tu peux être aussi hyper focus, comme ce que tu dis là, puis pas être présent pantoute. Tu peux être aussi hyper focus dans une tâche, pas voir l'heure, puis pas être présent. C'est en mode automatique. Tellement facile le pilote automatique. L'épicerie? Je te donne un exemple.
mon cellulaire, outil du diable, non, c'est une blague. Ouais. Non, outil très efficace et pratique. Des fois, je perds mon temps complètement, puis je viens de perdre de 24 minutes. Je fais, pas là, je l'ai pas vu passer. Pourtant, j'étais vraiment pas présente. Je suis en train de scroller. Un contenu de plus, une affaire de plus. Pas du tout présente. Pas en tout. J'ai pas une expérience qui me nourrit, qui est ici maintenant. Je suis dans la projection, je suis dans la crainte, la peur. Peu importe ce que l'algorithme m'amène et que je nourris pour qu'il m'amène, je suis absolument pas dans l'instant présent. Je suis en train de me perdre dans un vortex. Puis l'instant présent, tu parles instant présent dans soi-même. Peu importe. Peu importe. Ici, maintenant, j'ai même pas conscience du temps. T'entends même pas les voitures passer. Mais je suis pas consciente. Je suis en train de scroller, je suis absorbée. Là. Si je perds 24 minutes sur quelque chose que j'ai pas prévu, là, alors qu'il y a plein de belles choses à faire dans la vie, je suis pas en train d'en profiter. Tu comprends-tu? Je veux dire, quand je vois pas le temps passer, si quelqu'un qui est en consommation, là, il voit pas nécessairement le temps passer, il va avoir, tu sais, est-ce qu'il est en train de profiter pleinement? Mais il est dans une fuite consciente. Tu comprends-tu? Je sais pas à quel point on peut dire que parce qu'on voit pas l'heure passer, on est en train de profiter de l'instant présent, on est en train de profiter à fond de quelque chose, là, possiblement. Mais être pleinement disponible à l'expérience, ça prend une conscience de ce qui se passe. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. On pourrait dire que t'apprécies le moment présent Tu le vis pour quand vrai. tu scrolles. Oui. Mais non, je le vis pas. Tu OK. comprends-tu? Je le vis pas. Je sais pas ce qui se passe, je sais même pas combien de temps est passé, puis je sais pas pourquoi je suis rendue en train de checker les souliers, telle affaire. Mais ça m'amène là. Je suis pas en train de choisir ce qui se déroule en moi. Tu comprends-tu? Je suis pas connectée avec ni mon corps, ni mon environnement, ni mes émotions. Je suis partie dans un vortex puis je contrôle pas. Fait que je suis pas en train de profiter. Des fois, j'ai l'impression... Moi, OK, je vais parler au jeu, là, je vais pas le dire pour tout le monde. Des fois, quand j'ai une situation à régler puis que ça me tente pas de la régler, là, mon Dieu, que le cellulaire sort vite. Ben oui. C'est comme, hey, je peux délaisser ça. Mais, Es-tu conscient? Ou tu le fais si tu t'en rends même pas compte? ben là, je m'en rends compte. Là, je suis comme, hey, non, ça me tente pas de régler ce dossier-là, puis je continue. Là. Mais, tu sais, en même temps, je pense avoir pratiqué les méditations de pleine conscience depuis longtemps. Je suis capable de faire cette rétrospective-là de comme, OK, ouais, non, j'ai ce dossier-là qui est difficile, ça sera pas le fun à gérer. C'est plus facile de prendre mon sel puis pas vivre ce moment-là, puis des réflexions. Puis des fois, c'est parce que c'est moi qui ai fait une erreur. C'est moi qui est pas dans le bon côté. Une fuite de de la confiance. situation. Exactement. Éviter une discussion qu'il faut avoir avec quelqu'un. Soi-même. Oui, soi-même. Consciemment, genre, faudrait que je m'assoie avec ça, puis je prenne une décision ou que whatever, que j'explore ça, puis ça te tente pas. Mais tu peux fuir dans n'importe quoi, là. C'est vraiment correct si t'es conscient. C'est vraiment correct. Par contre, tu peux y revenir aussi. Puis la méditation, souvent, aide à passer à travers des émotions qui sont difficiles. Moi, je dis, on va s'asseoir avec ça. Parce que, tu sais, je guide à des petits groupes, puis je guide en privé, puis je guide des groupes virtuels, mais quand quelqu'un a une difficulté, exemple, je sais pas, une peine d'amour, un rejet, une perte d'emploi, peu importe, ça peut être petit, là. J'ai vraiment pas aimé le commentaire de mon patron, puis je peux pas y en parler à cause de cette situation, mais je suis pas bien avec ça, je suis frustrée. OK, on est-tu capable de s'asseoir avec ça? Ah non, trop difficile. OK, on va s'asseoir le plus proche possible de l'émotion inconfortable. Pas pour se heurter puis se briser, juste s'approcher tranquillement de l'inconfort qu'on ressent, doucement. Je ne suis pas mon inconfort. Jusqu'au moment où je suis capable de comprendre que c'est une émotion. Il y a moi, il y a l'émotion. Puis en faisant un aller-retour entre les deux doucement. Puis être capable de faire OK, je peux m'en approcher un petit peu, l'explorer, comme un processus de deuil. Tu ne peux pas rentrer dedans, la grosse peine tout d'un coup, mais tu peux doucement l'approcher. En méditation, tu t'approches d'une émotion qui est plus difficile, même si c'est un inconfort pour une tâche qu'on n'a pas le goût de faire ou d'une erreur qu'on n'a pas le goût de faire face, doucement, pour l'apprivoiser, pleinement conscient, puis le ressentir, plutôt que le fuir. Parce qu'en pleine conscience, des fruits qui peuvent faire peur au début, c'est qu'il y a des émotions qui vont remonter, des émotions qu'on n'a pas vécues parce qu'on n'a pas le temps de les vivre. OK? Si j'ai dit quelque chose tantôt puis ça t'a insulté noir, puis là, tu l'as mis en dessous puis tu as dit, c'est pas le temps, là, on tape, puis j'en parlerai après. Tu l'as mis en dessous. Mais si après, tu m'en parles pas, puis tu le portes en toi, puis à soir, tu le portes pas, tu le mets en dessous, puis tu passes la fin de semaine, je veux dire, cette émotion-là, si c'était une vraie peine, une vraie colère, peu importe, puis vrai, je veux juste dire de façon importante, parce que les petites affaires qui nous énervent, il y en a tous les jours dans la vie, là. Mais des émotions ça va rester.
ça va pas disparaître, OK? Si elle ne disparaîtra pas, Félix, tu vas pas genre juste passer à autre chose. Ça se met en dessous du tapis. Ça se cumule. Ça crée nos réactions, puis nos comportements, puis nos mécanismes, tout ça. Jusqu'à temps que tu puisses vivre ton émotion en pleine conscience. Puis il y en a peut-être des vraiment plus urgentes à régler que la petite commentaire que je pourrais t'avoir dit. Puis ça, c'est pour tout. On peut pas processer quelque chose si on ne s'est pas assis avec. OK? Fait qu'en pleine conscience, parfois, on va s'asseoir avec ce qui monte, puis on l'a pas vu venir. Puis tu fais comme, mais voyons. Ben oui, tu avais la disponibilité pour... Tu étais bien, là, tu sais, samedi matin, tu sais, je vais méditer, tout va bien. Tu t'assois. Puis il y a quelque chose qui est inattendu. Hein? Une petite boule, une tension. Puis là, ben, dans ta méditation, exemple, sur les émotions, sur les sensations du corps, puis tu te laisses aller à ce que la personne dit. Tu te sens bien, tu es en confiance, puis tu vas dans la méditation, puis tu creuses un petit peu pour ressentir l'émotion. Puis là, tu découvres que, Caroline, il y a quelque chose, puis une image qui te monte, puis un souvenir qui te monte. Puis là, tu vas le vivre, puis tu vas passer à travers des émotions, puis tu l'as pas vu venir, là. C'était pas dans la planification du samedi, là. Puis là, tu vas processer des choses qui sont en toi. Puis c'est un espace qui est parfait pour ça. Pleinement présent à l'expérience qui se déroule. Je suis arrivée, j'étais triste, puis tout d'un coup, j'ai une pensée positive, j'ai goût de rire, je vais accepter ce qui se passe. Puis je suis arrivée bien correct, puis j'ai une préoccupation qui remonte, bien, je peux l'accueillir parce que c'est ça qui se passe ici maintenant, plutôt que de fuir, plutôt que de chercher un cadre parfait. C'est la méditation parfaite, d'une durée parfaite, dans une position parfaite. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Puis si ça arrive, pour vrai, à un certain moment donné, dans ta pratique méditative, tu vas te rendre compte que ton besoin de perfection, là, jusque dans ta méditation, il s'ancre dans quelque chose. Une éducation, une envie de plaire, peu importe. Tu vas arriver à ressentir pourquoi il faut que tout soit parfait, pourquoi tu es à la recherche de plus. Tu vas arriver à des choses en toi que tu fais comme, mon Dieu, la méditation, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était pour, je sais pas, le focus, réguler mes émotions, gérer mon stress. Si tu es capable de mettre ton objectif de côté, tu vas découvrir plein de belles choses, de magnifiques choses, mais il faut que tu aies la capacité de un peu lâcher prise sur le mode performance dans lequel tu arrives. Faut que tu te dis, j'arrive en méditation, puis je me fous la paix. Je me sac patience. C'est pas grave si mon esprit part 65 fois dans les 2 premières minutes. J'accueille chacune des fois que je reviens à mon ancrage plutôt que de regarder les 65 fois que je suis partie. J'accueille ce qui se passe en moi. J'accueille que ça me tente pas de méditer puis que je décide de continuer. J'accueille que, je sais pas, que ça me motive pas vraiment aujourd'hui, que mon pantalon est serré à la taille puis je dis, mon Dieu, je suis pas confortable. Je fais, crème, je suis inconfortable. Puis juste de revenir à l'expérience du moment présent, même si ça peut avoir l'air bien plate, là, c'est un exercice du mental qui permet de se développer vraiment beaucoup puis de se réconcilier avec plein de petites parts de soi. Autant pour les gens qui veulent performer, là, qui disent, mais là, tu sais, moi, je suis un athlète. En quoi ça va m'aider, tout ça? Bien, ta régulation des émotions, quand tu es capable de sentir tes émotions monter, là, pas quand elles sont dans ta gorge puis tu as le goût de crier, là, OK? Ça va t'aider pour gérer ton stress dans un entraînement quand tu es découragé, quand tu t'es blessé, quand tu es insécure par rapport à je vais-tu perdre mon coach ou je sais pas quoi. Tu viens de faire un mauvais jeu sur le terrain. Tu vas être capable de te réguler. Tu vas être capable de connecter avec cette dimension-là de toi où tu sais comment reprendre ton calme parce que tu t'es pratiqué plein de fois à aller bien, à trouver le réconfort à l'intérieur de toi. Bien, ça va te servir. Puis ça va te servir aussi pour être capable de maintenir un focus. Quand, je sais pas, l'adversaire a fait quelque chose de vraiment pas prévu, puis là, tu sens la pression, puis tu vas être capable de le retrouver parce que tu vas être pratiqué. Puis après ça, c'est pas infaillible, bien entendu. Mais c'est une pratique de l'esprit comme le reste. Hein. C'est quelque chose qui s'apprend, puis ça crée des chemins neuronaux parce que, tu sais, les grands performeurs de ce monde, ils font des affaires exceptionnelles. Possiblement parce qu'ils l'ont pratiqué plus que 10 fois, tu sais. OK? Ça devient une habitude. Et tu recrées des chemins neuronaux. C'est la plasticité, là, c'est à force de le pratiquer, ça devient ta réalité. Puis il y a des exemples exceptionnels d'athlètes qui font des choses là, qui se peuvent quasiment pas, puis de quadriplégiques qui marchent. Pour ces raisons-là, c'est une pratique du mental. Puis il y a l'échelle, moi ça fait longtemps que je la connais, je sais pas si j'en ai encore parlé sur le podcast, mais l'échelle de la compétence. OK. Incompétent, inconscient, tu le sais pas que t'es pas bon.
Tu as le conscient incompétent. Tu le sais que tu n'es pas bon. OK. Tu as le conscient compétent qu'il faut que tu y penses pour bien le faire. Puis tu as le compétent inconscient que justement, là, tu le fais sans y penser. Naturel. Je vais prendre un exemple d'un joueur de soccer. La première fois que tu bottes un ballon, là, OK, bon, ben, je place mon pied à gauche du ballon. OK, ou des fois en entraînement même. OK, bon, ben, aujourd'hui, je pratique mon contact du ballon, de mon pied d'appui. Puis là, tu penses littéralement à tout ça. Là, tu es dans un processus de compétent inconscient. Présence au corps, en pleine conscience. Hein? En pleine conscience. Présence corporelle, vraiment. Puis là, après ça, quand tu vas arriver en game, tu ne penseras pas à OK, mon pied, est-tu bien placé par rapport au ballon? Tu ne penseras pas à ça. Tu vas devenir inconscient pour être compétent. Comme tu disais, les athlètes de très haut niveau, il y a un moment qu'il faut qu'ils soient en pleine conscience, surtout au niveau de l'entraînement, pour atteindre le niveau de inconscient compétent. Oui, puis encore là, eux autres, en niveau de haute performance, toute ta base, tu la maîtrises. Oui. Puis ton focus va uniquement sur... Peut-être que c'est la présence au jeu de l'autre, la stratégie, les dimensions extérieures. Là, je veux dire, s'il faut que tu checkes le courant parce que c'est une compétition de canot, c'est vraiment pas pareil que s'il faut que tu checkes la garnotte pour pas tomber quand tu cours. Là. Mais tes yeux, ta tête, ton attention, ta proprioception va être focus sur ce qui va faire la différence dans tes performances. Puis là, c'est super intéressant pour quelqu'un qui veut performer parce que cette pratique-là du mental permet de calmer le reste, d'être en confiance, de pas être en anxiété sur tout, de pas être en hypervigilance pour tout ce qu'il faut regarder, de mettre le focus exactement sur ce qui va faire la différence pour l'athlète. T'sais. Puis autant dans la présence corporelle, dans la conscience du corps, qui va permettre d'ajuster doucement la motion, la petite motion en sport, là, que pour atteindre justement ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est super bon et quelqu'un qui est exceptionnel. Puis pas juste dans le sport, là, mais nos exemples sont souvent reliés au sport. Je pensais justement au gars de hockey. J'ai quelques images des passes. Connor Bedard, Connor McDavid, Bedard, que des fois, ils sont comme... Tu sais, il dribble avec la balle, avec la puck. Il regarde le jeu. Puis des fois, il regarde l'autre bord, il passe, il sait qu'est-ce qui s'en vient tellement... Mouvement naturel. Exact. Pratiquer, ça devient une seconde nature. Tu sais, quand on apprend quelque chose, là, c'est normal. T'sais, moi, j'ai 2 enfants, 3 ans, 9 ans. Pour des compétences de vie complètement différentes, à 3 et à 9, tu n'apprends pas les mêmes affaires. Je répète tous les jours. C'est normal de se tromper. C'est normal d'être vraiment pas bon quand on débute. C'est une chance d'être capable de faire d'être dans de la facilité, mais c'est pas normal que ce soit facile quand tu débutes quelque chose. T'sais. Fait que c'est tellement la base d'accepter qu'on n'est pas bon puis qu'on doit se pratiquer puis qu'on peut devenir un grand naturel. On conduit, écrit, on pourrait conduire sérieusement. T'sais, on n'a pas le droit de texter au volant. On pourrait clairement conduire texter au volant sans faire d'accident pour la plupart, même si ça serait vraiment dangereux de le faire, puis on ne ferait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on connaît les mouvements automatiques. Tellement, on n'y pense plus vraiment. Là. Si tu prends tout le temps le même trajet. Ben oui. Est-ce que je conduis en pleine conscience? Non. Souvent, je me dis ça. Je me dis, t'es absolument pas présente à ta conduite. Tu comprends? C'est tellement quelque chose d'automatisé. Je ne mange pas non plus en pleine conscience. Puis, tu sais, moi, je le dis parce que les gens ont l'impression que quand on médite, même moi, j'enseigne la méditation, j'ai une entreprise en méditation, tu deviens un personnage tout le temps calme. On dirait qu'elle a un débit rapide pour une fille qui médite. Je suis très dynamique, j'ai pas changé. Tu comprends? J'ai une meilleure présence, je suis capable de retourner au calme, je m'écoute, je me comprends, je comprends mes limites. Mais tu te dénatures pas, là. Tu comprends? Fait que je suis la première à dire, moi, l'espace où je ne suis pas souvent en pleine conscience, puis ça fait partie de mon histoire, l'alimentation. Je mange avec émotion. Ben, c'est nos chemins, hein? Faut être conscient là, où je suis pas. T'sais. Puis ça, c'est vraiment correct. Mais quand on prend conscience, qu'on n'est vraiment pas conscient dans une zone, ben, souvent, il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. T'sais. Au niveau de là, depuis le début, on parle de la méditation de pleine conscience. C'est aussi d'autres types de méditation. Moi, entre autres, j'ai pratiqué celle-là de visualisation dans le monde du sport. Est-ce que tu connais ça un peu? Oui. Ben, je guide de la méditation de l'inconscience, de la visualisation. Puis, principalement, la visualisation, dans le fond, c'est de se projeter vers des images qui sont suggérées, à la différence de
je vais dire l'imagerie mentale, puis là, je l'explique d'une façon très familière. L'imagerie mentale, je vais te suggérer, exemple, une montagne que tu as déjà vue, avec une végétation que tu... Et là, c'est toi qui vas décider si c'est des conifères, si c'est des érables, si la montagne est très, 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 très haute, si elle est bleue, si elle est verte, versus dans une visualisation où je vais te détailler la projection mentale. Fait que dans la visualisation, je t'amène à visualiser quelque chose. Bien entendu, c'est ton esprit. Donc, ça va être avec tes couleurs, là, mais dans l'imagerie mentale, c'est des images qui sortent de ton intérieur. Soit que tu les crées avec ton subconscient, soit que c'est tes mémoires qui se rappellent, ou des mix des deux. Fait que c'est deux représentations qui sont différentes. Après ça, ben, on a différentes méditations, puis ça peut être, exemple, expérientiel ou avec des suggestions de psychoéducation, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif à te faire vivre une sensation ou un état. Donc, une méditation pour avoir, développer l'amour de soi, la confiance en soi. Donc, ça t'induit dans une expérience qui va t'amener vers des sensations, des émotions pour te faire entrer en contact avec l'objectif. Fait qu'on appelle ça des suggestions de psychoéducation. Fait que c'est une méthode pour amener des ressentis, pour le bâtir, comme un muscle. Il y a différentes approches. Après ça, il y en a là, des types de méditation, il y en a là, des dizaines et des dizaines. Puis moi, celle que j'enseigne, c'est celle que je maîtrise bien, pour laquelle je suis formée, que je ne suis pas juste connaisseur ou que je l'ai déjà faite, que j'ai déjà expérimenté. Puis je trouve que c'est de la rigueur professionnelle d'être capable de dire là où je me sens compétente, là où je me sens extrêmement compétente, puis là où, ben non, je ne l'enseignerai pas. C'est super important parce que c'est pas juste de la méditation, c'est quelque chose dans lequel tu peux te faire du bien, mais c'est comme dans n'importe quoi. Il y a déjà eu des charlatans en méditation, puis il y en a eu dans toutes sortes de professions aussi. Bien, l'intégrité professionnelle va faire en sorte qu'on n'ira pas là où on ne doit pas aller. Moi, je guide, j'enseigne le breathwork aussi, d'une façon qui, au Québec, qui est moins un peu peut-être connue. Là. Puis je me suis fait former au Nouveau-Mexique avec un prof en particulier, ça me tentait. Puis les autres sortes de breathwork, mais quand moi, je le maîtrise parce que c'est des exercices de respiration, ça va. Il y a des choses que je me suis jamais fait former pour. Puis je pense que je serais très capable, mais non, j'y touche pas parce que je me dis, il y a des zones d'expertise aussi, là. Ça, puis je voulais juste le mentionner pour... Si quelqu'un dit ça m'attire pas tant la méditation de pleine conscience, mais il y a d'autres types de méditation. Puis là, je savais même pas qu'il y en avait plus que des dizaines, là, puis des dizaines. Puis il y a des variations, ben oui. Tu comprends? Puis il y a des interprétations, puis il y a plein de choses qui s'apparentent à de la religion aussi. Oui. Puis c'est vraiment correct. C'est juste que moi, je parle beaucoup de méditation laïque, donc dit non religieuse. Fait qu'on parle pas de croyances. Dans la méditation ou dans le bar à méditation Bloom, exemple, on va pas nommer dans des chakras. Pourquoi? Je dis pas que ça existe pas, c'est pas ça le point. Le point, c'est que si toi, tu y crois pas, je te dis ça pendant que tu es dans un état où tu te déposes, tu fais confiance, ce que ça peut faire, okay? C'est que tu as l'impression que j'essaie de t'amener en quelque part. Puis le but, c'est pas de créer de la méfiance ou pas de t'imposer mes valeurs, mes croyances. Le but, c'est que tu trouves un espace à toi, pour toi, vraiment, sans agenda caché. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Fait que ça fait en sorte que n'importe qui, peu importe quelle religion ou peu importe, peut méditer avec nous sans dire « Ouais, mais là, moi, je suis pas bouddhiste, allez-vous parler de... » Non, on n'en parlera pas. Puis la personne qui guide va avoir la discrétion puis le professionnalisme de ne pas aller avec ses croyances pour s'assurer que tu es confortable puis que c'est sécuritaire pour toi, tu sais. Au niveau du TDAH, j'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet-là. Si je me trompe pas, puis que mes souvenirs sont bons, dans la conférence que tu avais donnée à Expo Manger Santé, j'étais là et j'écoutais, j'étais dans les spectateurs. C'est toi qui donnais la conférence. Tu as mentionné avoir un TDAH. Oh oui. Fait que si je te dis une phrase, tu me diras si c'est mythe ou réalité. Quelqu'un de TDAH peut pas faire de la méditation parce que moi, je suis TDAH. Je suis pas capable de rester concentré plus que 30 secondes. Mais je te dirais, la question est drôle. Tu sais? Parce que le TDAH, ça va être... S'il dit qu'il peut pas méditer, c'est son excuse parce qu'il est TDAH. Mais si, au contraire, le déficit de l'attention, c'est peut-être la difficulté à porter notre attention sur une chose à la fois, c'est une pratique exceptionnelle. Tu comprends ça? C'est exactement ce que tu as besoin de pratiquer. Par contre,
soyons conscients du défi. Comme t'aimes probablement, comme TDAH, tu l'es TDAH. Moi, non diagnostiqué? C'est ça. J'ai quand même une très bonne facilité à me concentrer sur des choses. Hyperfocalisation, c'est pas exclu du TDAH, hein? C'est ça. Mais par contre, je suis quelqu'un qui a un grand niveau d'énergie, puis j'ai besoin que ça bouge. C'est sûr. T'aimes la Puis stimulation. j'aime énormément la stimulation, oui. Normal. Je pense que tout le monde aime ça. Mais oui. Puis on est dans un monde qui nous donne beaucoup de stimulation. Ah, exact, là, puis c'est rendu plate facilement. rapidement. Dès qu'il n'y en a c'est ça. pas, là, c'est plate rapidement. Puis on n'est pas habitué. Puis c'est inconfortable de trouver ça plate. Fait que ça ramène, tu sais. C'est tough. Hein. Fait que les TDAH, si on est conscient de l'enjeu de j'aime la nouveauté, j'aime la stimulation, on va pas partir avec justement une longue méditation avec une voix monotone, couchée sur le dos. Tu sais, est-ce qu'on peut faciliter? Est-ce qu'on peut commencer par des courtes pratiques? Est-ce qu'on peut prendre une voix que t'aimes? Ah oui, ça c'est important. Parce que si tu trouves que ma voix est plate quand je parle doucement, ça t'aidera pas. Là. Tu n'auras pas 5 secondes pour faire ton émotion dedans de toi. C'est pas une émotion qui ancre. C'est une émotion qui fuit. OK? La première fois que tu rencontres quelqu'un, là, dans la première minute, tu fais une bonne blague, contact chaleureux, là, tu as le goût de rester. Ça ancre une émotion positive. Tu vas te rappeler cette personne-là comme étant ah, c'est rassurant ici, c'est sécurisant, je me sens bien, je me sens. Si c'est le contraire, quelqu'un de froid, qui te regarde pas dans les yeux, tu te sens en danger, l'émotion qui est ancrée en toi, c'est pas un revenez-y, là, c'est le contraire. Mais la même chose en méditation, aussi dans les premières secondes, tu sais pas à quoi t'attendre, t'es déçu, tu pensais que c'était un gars, c'est une fille, tu pensais que, je sais pas, quelqu'un avait un accent français, puis il y a un gros accent de main. Parce que il y a de tout, puis c'est parfait qu'il y ait de tout, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Si c'est pas une technique que t'aimes, tu peux-tu faire un petit magasinage puis te donner une chance? Tu peux-tu, genre, explorer? Tu magasines ton coach, tu magasines ton nutritionniste, tu magasines ton psychologue. Tu as le droit de magasiner la personne qui... La personne, la technique, puis méditation de pleine conscience avec José, t'aimes pas ça pantoute, puis avec Sonia, c'est formidable. C'est quoi la différence? Ben, la voix, le rythme, le vocabulaire. Ça peut être plein de choses. Puis le moment que tu l'as écouté, ta disposition. Est-ce que tu peux te permettre d'essayer plus qu'une fois quelque chose? Est-ce que tu peux te permettre de dire comment je personnalise ma pratique en étant TDAH? Moi, comme TDAH, je me rappelle, à l'université, quand il y avait des profs qui avaient des accents, j'étais incapable de me concentrer. Incapable. Puis là, j'étais comme... Là, mon Dieu, c'est du racisme. Mon esprit, j'étais vraiment là, dérangée. Puis après, j'ai accepté qu'il y a des choses chez moi qui stimulent mon attention plus que d'autres. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais il faut que tu t'adaptes, il faut que tu trouves un mécanisme. Fait qu'en méditation, si tu es capable de savoir, je suis TDAH, puis j'ai une prédisposition à trouver ça plate rapidement, ben peut-être que je vais adapter ma pratique. Peut-être que mes premières méditations, ben je vais la faire avec peut-être une musique parce que ben je vais me sentir un petit peu plus stimulée. Puis peut-être que dans la durée, dans la voix, dans la thématique, je ne prendrai pas une thématique qui m'attire pas tant. Je vais prendre quelque chose que j'ai l'impression d'avoir quelque chose à gagner, à apprendre. Ça active ma valeur de l'apprentissage, la croissance personnelle, parce que moi, j'aime ça, apprendre. Est-ce qu'on peut aller vers quelque chose qui nous rejoint plus? Puis se donner l'opportunité d'être progressif, puis de ne pas s'imposer d'en avoir 7 jours semaine si c'est une nouvelle pratique, je suis TDAH. Mais est-ce que je peux l'associer avec autre chose? Parce que sinon, je vais le sauter parce que je suis TDAH, puis j'ai plein d'idées, plein de projets. Fait que qu'est-ce que je réussis à faire comme TDAH? Est-ce que je réussis à m'entraîner? Oui, ça m'aide au bout pour ma concentration. Parfait. Alors, la première minute de mon entraînement, je vais faire une méditation. Puis je vais peut-être la faire guidée versus moto-guidée, parce que sinon, mon esprit va vagabonder, puis je serais pas capable. Fait que TDAH, adaptons la pratique. Mais trouvons-nous pas des excuses, là. Parce que c'est clair que ça peut être un défi, mais c'est pas une raison pour ne pas méditer. Il y a un nombre incroyable de gens qui ont un TDAH qui méditent justement pour être capable d'avoir un meilleur focus, puis qui y arrivent. On arrive sur la fin. Je vous suggère de rester jusqu'à la fin parce qu'on va avoir une petite surprise pour vous. Mais il y a une question que je pose à toutes mes invités. Ça veut dire quoi pour toi, Ariane, être en santé? Moi, je focus sur
la santé globale, pas l'absence de maladie, là. Vraiment un état qui permet de s'épanouir et de profiter. Moi, c'est l'affaire la plus importante. Parce que, tu sais, je pourrais être dans une santé exceptionnelle, mais être en restriction tout le temps. Parce que je fais attention à ce que je mange, je fais attention à bien bouger, puis là, ma vie est tellement cadrée, serrée, puis rigide que je ne profite pas. Fait que j'aurais un super corps, puis toutes les métriques seraient rencontrées. Tu sais, tu vois, moi, j'ai une Oura Ring. Fait que je suis quand même en train de regarder mes KPI de mon corps. Tu comprends? J'ai de l'intérêt pour ça. Je l'ai acheté je sais pas, en 2018, quand j'étais en mode extrême performance. Mais la rigidité m'amène pas de l'épanouissement, m'amène pas une capacité à profiter de ma vie. La santé, pour moi, c'est un outil. C'est une condition qui est favorable à profiter de l'existence. Fait que je parlerais davantage de conscience puis de liberté, davantage que de perfection. Parce que la santé, ça se vit, puis c'est très personnel à un et à l'autre, selon moi. Ce qui est too much pour toi, ben ça l'est peut-être pas pour moi. Puis tes pratiques santé à toi, je les trouve peut-être bien weird. Puis les miennes, tu les trouves plates. Fait que pour moi, l'état de santé, c'est vraiment d'être capable de profiter pleinement de ce que j'ai envie de profiter dans mon existence. Que ce soit avec ma tête, avec mon corps et mon cœur, puis globalement. Il y en a qui ont besoin de méditer pour être bien, puis il y en a qui ont besoin de bain de glace. Choisissez vos batailles. Mais quand on sait pourquoi ils ont besoin de bain de glace, c'est le moment présent. Non, mais c'est de la dopamine, c'est une stimulation, puis c'est parfait. Puis est-ce que la combinaison est possible? Oui. Mais est-ce que de trop s'en rajouter va nous servir? Possiblement pas. Hein. Tout ce qui est trop rigide, qui nous restreint, qui nous contraint, peut pas être durable dans le temps. Ça prend une flexibilité pour être bien dans nos pratiques, je pense. Si des auditeurs qui souhaitent en apprendre plus sur la méditation, sur Bloom, comment ils peuvent te rejoindre, les médias sociaux, les sites Internet? Ouais. On a le www.baraméditationbloom.com pour notre site web. On est sur les plateformes telles que LinkedIn, Instagram, Facebook, le bar à méditation Bloom. Puis, c'est par courriel ou info@bloomméditation.ca. Puis, tu sais, on a des parcours individualisés, des parcours de groupe. On a des événements autant pour les entreprises que les particuliers. Puis, tu sais, le bar à méditation Bloom, c'est une adhésion 7 jours sur 7 de pauses, pas juste la méditation. Là. Il y a 20 sortes de pauses différentes, incluant du yoga sur chaise, du pilates sur chaise, du breathwork, de la sonothérapie. Vraiment plein de belles choses. En direct et en rediffusion 7 jours sur 7 avec des durées variables. Fait qu'à un moment de ta vie où tu as besoin de, je sais pas, justement, aider au sommeil, mais on en a en direct le soir pour t'aider à dormir. Puis les jours qu'il n'y en a pas, ben, tu peux prendre la rediffusion. Puis des fois, ce que tu as besoin, c'est peut-être de t'activer ou bouger justement au travail parce qu'il pleut puis tu n'as pas eu, ben, il y a du pilates sur chaise, du yoga sur chaise. Fait que tu peux répondre à tes besoins selon où tu es, je vais dire cette semaine. Puis où tu es dans ton moment de ta journée aussi. Des fois, tu as besoin de t'activer, tu as besoin de te détendre. Puis je pense que c'est normal aussi d'avoir des pratiques qui varient puis qui sont souples. Il y a des journées très stressantes. Puis il y a des journées où tu veux juste prendre soin de toi. Bien, tu peux combler possiblement tous tes objectifs à travers notre offre de service. Fait que voilà, c'est disponible. Une des pauses qui m'avait vraiment impressionné, que tu avais parlé pendant la conférence, c'est des pauses de... Je pense quand tu es dans le stationnement à la garderie ou à l'école avant de prendre l'enfant. Ben oui, parce que les transitions dans la vie, c'est super important. Autant les grandes transitions dans nos cycles de vie, tu déménages, tu changes d'emploi, tu t'arrives à la quarantaine, tu finis l'université, peu importe. OK? Faut les soigner parce que tu perds des repères, il faut que tu t'en crées d'autres de façon consciente pour justement intégrer des saines habitudes. Puis les transitions dans ta journée sont tout aussi importantes. Quand je passe de mon chapeau d'entrepreneur ou d'enseignante de méditation ou de conférencière à mon chapeau de maman pleinement présente, qui est mon plus beau rôle dans ma vie et puis le plus important, je considère que mon enfant a le droit au meilleur de moi. J'essaye de lui donner, OK? Puis, ben, je parle de mon enfant, mais je parle de la plus jeune parce que la garderie, c'est la plus jeune. Et des fois, j'ai une journée mouvementée, j'en ai encore plein dans la tête, puis il faut que je parte parce que je vais aller chercher tôt. Puis je travaille encore dans l'auto. Je suis pas là. Je suis pas disponible ni à ma conduite, ni à mon enfant. Tu comprends? Je suis humaine.
d'arriver, d'éteindre le moteur, de remonter mon banc ou peu importe, me déposer, puis de prendre le temps de respirer. Mon trafic est passé, là, j'arriverai pas en retard. Prendre le temps de me connecter, je prends soin de moi un peu, je remplis ma petite tasse, parce que je sais pas quelle sorte d'enfant je vais retrouver. Est-ce que c'est un enfant fatigué, à bout, qui a pas fait de sieste, qui a eu une chicane avec un ami, qui a besoin de full disponibilité, puis je suis comme, là, moi, j'ai eu un enjeu avec un fournisseur. On le sait pas. Puis de remplir ma petite tasse à moi, permet de remplir celle de mon enfant, c'est-à-dire être capable de faire de la co-régulation, être disponible, être pleinement présent pour être un parent conscient, c'est super important. Fait que je soigne cette transition-là du mieux que je peux en conscience pour justement offrir le meilleur que je peux. Puis l'exemple s'applique aussi. Si tu as back-to-back des réunions, regarde, on peut parler de qualité de présence puis d'être attentif à l'autre, mais c'est clair que si tu as back-to-back plein de réunions, tu es épuisé, tu n'es pas présent, tu n'es pas ressourcé, puis la qualité de ta présence à l'autre dans ta dernière réunion de la journée, ça va être médiocre. J'espère que tu ne seras pas en train d'avoir un échange, exemple, avec un employé qui avait besoin de support puis qui n'était pas capable de le dire, puis tu ne l'as pas senti. Parce que clairement, c'est juste legit normal que tu ne peux pas offrir la même qualité de présence. Fait que de se ressourcer, de prendre des pauses transitionnelles, vraiment important, je pense. Puis, justement, juste pour conclure, au niveau des postes de gestion, des fois, tu vas avoir un meeting de comptabilité, puis le meeting d'après, c'est un meeting de marketing ou avec un fournisseur, comme tu mentionnais. Fait que c'est comme deux sujets complètement différents. Une entrevue d'embauche, un congédiement, une planification stratégique, un suivi des KPI, une évaluation de rendement. Puis là, il faut que tu mettes des chapeaux différents. Exact. Puis que tu sois pleinement conscient de comment moi je me sens par rapport à ce qui vient de se passer, puis comment l'autre va se sentir, puis de l'accueillir. Le retour à soi est nécessaire. Là. Exact. Pour la qualité des relations, c'est nécessaire partout. Là. Puis, justement, là, c'est l'heure de la surprise. J'aimerais ça faire un exercice de respiration d'1 minute pour justement les parents qui sont dans le stationnement, les TDAH qui rentrent au gym, la première minute, juste pour se reconnecter. Les auditeurs, restez. Vous allez... Ariane va faire une courte... je pense que ça va être un breathwork. Je vais faire une respiration consciente. Une respiration consciente d'à peu près 1 minute. Oui. Ça marche? Quand t'es prête. OK. Bien, je vais reprendre la position que je disais qui est tout à fait saine et normale, c'est-à-dire les pieds au sol, assis droit. Une position éveillée, c'est un dos qui est droit, mais souple. OK? Ce qu'on veut, c'est pas s'affaisser, s'endormir, s'accoter. Juste être conscient de notre mouvement. Puis on peut déposer nos mains sur nos cuisses, nos genoux, puis simplement fermer les yeux si on est confortable. Puis là, tout doucement, sans rien modifier, on va simplement entrer en contact avec notre souffle en observant le rythme. Puis on n'a rien à modifier. On va simplement prendre conscience des allées et des retours de l'air dans notre corps. Puis là, ça va vous faire rire parce que votre esprit va vagabonder. Vous allez en prendre conscience. Et vous allez revenir à ma voix, puis vous allez continuer sans vous culpabiliser, vous juger. Puis on va prendre comme point d'observation du souffle les narines, simplement. À l'inspire, on ressent l'air qui entre dans les narines. À l'expire, on prend contact encore une fois. Puis vous gardez votre souffle naturel sans le modifier du tout, même si c'est tentant. Votre souffle est parfait comme il est. Puis à la prochaine respiration, vous allez notifier la différence de température entre le souffle qui entre et le souffle qui sort. Celui qui sort est légèrement plus chaud. Il est légèrement plus humide. C'est seulement lorsqu'on met toute notre attention à la respiration qu'on peut notifier cette petite chose. Et doucement, on va déjà revenir. Puis pour sortir doucement, je vous invite à prendre une respiration qui est lente et profonde, donc pas naturelle.
très court. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir été au podcast Santé Sport. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.